Smartech, ça continue avec le débrief de l'actu. On a 5 minutes chrono pour commenter chaque actu que nous avons choisi aujourd'hui. On va en débattre avec notamment Philippe Delmas, auteur chez Fayard de Un pouvoir implacable et d'où la tech ou l'efficacité pour seule valeur. Mais vous êtes surtout un commentateur, un grand spécialiste de la tech et de l'industrie. Bonjour à nouveau, Philippe Delmas. Merci de m'inviter. J'aime avec votre plaisir. émission. Merci beaucoup. Et alors, on a la chance d'avoir avec nous, connectée depuis Strasbourg, Cécile Doutrio, avocate et fondatrice du cabinet Juris Défense, avocat. Vous êtes spécialisée en droit des affaires du travail et évidemment en droit des technologies de l'informatique et de la communication. Première actualité que je souhaitais débattre avec vous, elle nous vient des États-Unis, c'est une information du Washington Post qui nous dit que les douaniers ont copié les données contenues dans les mobiles des voyageurs. On parle de 10 000 appareils siphonnés par an à la douane. Est-ce que, quand vous avez découvert cette information, vous vous êtes dit, forcément, on s'y attend, enfin, une sorte de fatalité devant le siphonnage des données par les forces de police, par aussi les Américains plus largement, ou est-ce qu'au contraire, ça vous a totalement révolté, Philippe ? L'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai. En l'espèce, révolté bien sûr, mais tout aussi révolté de découvrir que les GAFAM coopèrent avec le gouvernement américain depuis le premier jour. Moi, je n'oublierai jamais cette lettre extraordinaire écrite par le directeur du FBI au patron de Microsoft, le remerciant, c'est écrit. C'est Snowden qui a évidemment fait écrire cette lettre, le remerciant d'avoir permis au FBI de contourner le cryptage d'Outlook sans que le FBI ait à passer par un juge. C'est extraordinaire. C'est vrai que ça nous replonge dans les révélations de Snowden, cette affaire. Ceci était il y a 10 ans. Il vous rappelait que 15% de l'information quotidienne, du rapport quotidien, du renseignement tous les matins au président des États-Unis est pioché directement dans les bases de données de Microsoft, d'Apple, d'Amazon, de Facebook, de Google. Et les explications, notamment des avocats de Google, étaient tout à fait extraordinaires parce qu'elles vous montraient comment, sur une ligne extrêmement fine, le gouvernement américain arrivait à accéder à ces bases de données, tout en permettant à l'entreprise de dire qu'elle n'était pas au courant. C'était magique. L'entretien avec cet avocat était absolument spectaculaire. Donc non, je ne suis pas surpris. Vous avez eu la même chose, on en a assez peu parlé en France, mais en 2019, il y a une crise similaire sur les impôts aux États-Unis. La Direction générale des impôts, dans ses contrôles fiscaux, avait des méthodes d'investigation pour le moins invasives. Et ça, ils se sont fait condamner. Mais dans l'ensemble, vous constatez qu'il s'agisse de la fausse cour qui était supposée surveiller les écoutes, qu'il s'agit de cette affaire des impôts, qu'il s'agit des douanes, il n'y a pas de sanction. Ouais. Donc l'administration dit oups. Alors là, c'est le Congrès qui s'inquiète de ce qui va être fait de toutes ces données beaucoup, mais c'est pas grand-chose. Qui vont être conservées pendant 15 ans. Alors, je voulais faire réagir aussi Cécile Doutrio, parce que là, on parle d'appareils mobiles de personnes qui ne sont pas du tout suspectées de crime. Simplement, je crois qu'il suffit d'une suspicion raisonnable pour ouvrir l'enquête et se connecter aux appareils mobiles pour en copier le contenu. Donc, aucune intervention, finalement, d'un juge dans cette affaire. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose en France ? Mais ça existe aussi en France. Depuis longtemps, en fait, il faut expliquer le contexte dans lequel ces réglementations, si on peut parler de réglementation ou d'absence de réglementation, sont intervenues. C'était à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Donc aux États-Unis, il y a eu effectivement, Edward Snowden a révélé tout ça en 2013. Donc ça faisait déjà quelques années que ce système était en place. Pour les aéroports, je suis étonnée, moi, qu'on mette l'accent là-dessus, parce qu'en France, nous avons des dispositions un peu similaires, c'est-à-dire que ce n'est plus non plus... vous avez d'abord une loi de 2006 qui a permis effectivement la captation de certaines données. Depuis les attentats, évidemment, pour nous, du 13 novembre 2015, vous avez des dispositions exactement similaires, où vous avez la possibilité pour les forces de l'ordre, dans certains textes précis de lutte contre le terrorisme, mais également effectivement sans contrôle du juge administratif. On est soumis finalement
exactement à la même situation qu'aux États-Unis, mais on en parle moins. On préfère voir ce qui se passe chez le voisin, c'est plus pratique. Mais effectivement, nous avons les mêmes dispositions. Alors peut-être qu'on n'a pas, je ne sais pas, au niveau technique, là on parle de millions, de 10 millions de données, d'une durée de conservation de 15 ans. Je ne sais pas si nous, on a une durée de conservation aussi longue, je ne pense pas. Mais il est certain que le juge judiciaire n'intervient absolument pas dans la captation de ces données. Il n'a pas de contrôle effectué. C'est les autorités administratives, donc qui dépendent directement de l'État, qui opèrent en fait en matière de lutte contre le terrorisme. Mais vous avez quand même une commission chargée de contrôler tous les ans, une commission indépendante chargée de contrôler tous les ans les interceptions de communication. Et les citoyens ont des recours. En France, le citoyen peut effectivement saisir cette commission pour demander à ce que cesse la surveillance qui est exercée à son encontre. La difficulté, c'est que très peu de citoyens sont au courant de l'existence de cette commission qui est chargée d'établir un rapport et de faire un compte-rendu, effectivement, s'il n'y a pas de surveillance excessive. Et surtout, tout bêtement, encore faut-il que le citoyen ou l'entreprise, évidemment, sache qu'il ou elle est surveillé, ce qui n'est pas du tout évident. Mais en réalité, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis ont pris des dispositions très invasives au niveau de nos données personnelles, sans que ce soit remis en question. Ici, on n'est pas du tout dans le cadre d'une réglementation du RGPD. Et en France, nous avons des systèmes équivalents. Eh ben oui, enfin, ce qui est terrible, c'est que justement, personne n'en est conscient. Et il en est de même dans tous les pays européens. Et le cadre, comme vient d'être rappelé, a été voté à des majorités écrasantes dans tous les pays d'Europe, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, dans le cas allemand. Et ce qui est très frappant, c'est que ces outils ne font plus, et l'usage de ces outils par les forces de l'ordre dans tous les pays ne font plus la différence entre les étrangers et les citoyens. Alors, il y a là encore un exemple assez formidable cité très par rapidement, parce qu'on a dépassé. Qui fait une visite en Allemagne, donc à ses collègues chargés des écoutes, et qui dit mais comment vous faites pour les citoyens allemands? Parce que c'était le service extérieur, donc normalement, et il dit il y a des filtres, et ils marchent bien les filtres. Non, on les met jamais, c'est trop compliqué. Allez, on enchaîne avec l'actu suivante. Donc mobile, est-ce qu'on aura des risques de coupure cet hiver? En fait, ce sont les opérateurs télécoms qui s'inquiètent eux-mêmes. Ils nous disent qu'avec ces opérations de délestage qui sont envisagées par les autorités, eh bien, ça pourrait remettre en question l'alimentation de leurs antennes mobiles sur certaines zones et donc couper les réseaux mobiles et donc couper aussi tous les systèmes d'appel d'urgence. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'y a pas pensé avant à ça. Si, mais je pense que ça fait partie de beaucoup de secteurs qui crient avant d'avoir mal et qui considèrent que les gens qui opèrent les réseaux électriques sont des irresponsables, ce que je trouve très choquant, franchement, parce que ça crée un climat de stress qui est totalement inutile. Les chances de délestage radical à ce point-là sont très très faibles, mais on préfère entendre et regarder ce qui se passerait dans le pire des cas que la réalité. Et la réalité, bien sûr, c'est que les infrastructures critiques sont toujours protégées, toujours. Donc c'est ça pour moi véritablement... D'accord. Cécile Doutrio, un commentaire sur cette question. Ça pose aussi quand même le sujet de la sobriété énergétique, parce que finalement, on est face à une industrie qu'on ne peut pas ralentir. On n'a plus envie de ralentir. On est totalement dépendant du numérique, mais ce qui m'intéresse, moi, évidemment, c'est du point de vue de l'angle de la loi, de savoir qu'effectivement... Le fait que vous ne pouvez plus utiliser votre mobile, que vous ne puissiez plus utiliser votre mobile, en fait, appelle aux responsabilités du fournisseur d'accès Internet. Évidemment, pour connecter notre smartphone, nous avons tous un abonnement à un fournisseur d'accès Internet. Ces fournisseurs d'accès ont une obligation de résultat, c'est-à-dire que si vous avez effectivement un dysfonctionnement ou l'impossibilité d'utiliser votre téléphone mobile alors que vous avez payé un abonnement pour ça, vous pouvez effectivement demander la résolution du contrat d'abonnement, le remboursement des sommes que vous avez versées au titre de cet abonnement sans pouvoir l'utiliser, et évidemment la possibilité de demander des dommages et intérêts. Alors tout ça sur une période d'1 an et de 5 ans. 1 an pour demander le remboursement de la somme payée et 5 ans pour les dommages et intérêts. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, c'est un texte de loi qui prévoit cela. Ce sont des articles 1217 et 1231-1
du Code civil et que si le fournisseur d'accès donc ne remplit pas les conditions de son contrat, puisque ce sont des conditions contractuelles, vous avez la possibilité d'agir contre eux, que vous soyez une société ou un particulier, peu importe. En revanche, le texte dit, sauf en cas de force majeure. La crise énergétique est-elle un cas de force majeure? Est-ce que, effectivement, la guerre en Ukraine, nous subissons, et en premier les Ukrainiens, les conséquences de cette guerre, mais nous en subissons aussi des effets du point de vue énergétique. La question est de savoir, est-ce que c'est un cas de force majeure? Dans ce cas-là, on pourrait dire oui. Les militaires vous diraient que depuis longtemps, on sait qu'il y a d'énormes tensions dans cette zone et que tout ça n'est pas si surprenant ce qui arrive aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, moi, c'est du point de vue de la loi. Est-ce qu'on considérerait ça devant nos tribunaux, à nous, Français, que c'est un cas de force majeure ou pas? Est-ce que la crise énergétique est réellement un cas de force majeure, c'est-à-dire un élément extérieur, imprévisible, irrésistible, que nous n'aurions pas pu anticiper? Les citoyens et les entreprises pourraient très bien dire, attendez, le manque d'entretien du parc nucléaire, par exemple, des centrales nucléaires, relève de la responsabilité de l'État, peu importe qu'il y ait une guerre en Ukraine ou autre, donc nous considérons que les conditions ne sont pas remplies et nous demandons des dédommagements. Donc ça, c'est vraiment le point de vue légal. On verra comment ce serait analysé. J'entends bien, mais a priori, on n'y croit pas trop à ces risques de coupure quand même du réseau. Troisième actu, aujourd'hui dans le débrief. Je vous fais gagner du temps. Alors, c'est une plainte, enfin plusieurs plaintes d'ailleurs, mais enfin en particulier contre la reconnaissance faciale que je voulais commenter avec vous. C'est la Quadrature du Net qui a déposé donc 3 plaintes auprès de la CNIL. Une contre le fichage, l'autre contre la reconnaissance faciale, les caméras de surveillance et la vidéosurveillance algorithmique, donc reconnaissance des visages par des logiciels de manière automatique. Un des objectifs, c'est intéressant, c'est de dire il faut supprimer toutes les caméras de vidéosurveillance installées en France. Ça, c'est un sujet vraiment très compliqué. Il y a, comme toujours avec les nouvelles technologies, il y a eu beaucoup d'abus. Alors, à l'appui du dernier point, Facebook a été utilisé et a consenti très volontiers à prendre toutes les photos se trouvant sur les sites Facebook de citoyens de Chicago et à construire avec des images numériques qui étaient rapprochées des images de caméras de surveillance pour faire de l'identification. Ceci sans l'accord, bien entendu, des personnes concernées, puisque je vous rappelle que Facebook est propriétaire des images que vous mettez sur son site. Ça finit par se savoir. Facebook a été condamné. Ça leur a coûté 500 millions, c'est finalement pas très cher. Il y avait 500 000 personnes concernées quand même. Et ils ont décidé d'arrêter. De la même façon, Amazon avait développé un outil de reconnaissance faciale. Ils ont arrêté face à la pression politique. Donc la Quadrature du Net a un assez bon point. On voit bien que les débordements sont quand même très très mal vécus par les citoyens. À l'autre bout, les mêmes citoyens vous disent qu'ils veulent de la sécurité dans les rues. Et incontestablement, les caméras de surveillance sont un outil relativement dissuasif pour le. Est-ce que c'est incontestable? Parce que justement, dans la plainte qui est déposée, il est spécifié que l'intérêt légitime ne tient pas, parce que l'efficacité de la vidéosurveillance n'aurait jamais été prouvée. Alors ça, c'est pas honnêtement sur la petite délinquance dans cet arc-quintier, c'est pas vrai. Est-ce que c'est systématique? Non. Est-ce que c'est entièrement dissuasif? Non. Je me suis fait voler une moto sous une caméra de surveillance, donc le type était parfaitement idiot. Il s'est évidemment fait attraper, donc j'ai quand même récupéré ma moto et ils ont arrêté le voleur. Donc c'est quand même relativement efficace. Est-ce que c'est 100% efficace? Non, bien sûr que non. Ou alors ça n'est efficace qu'à l'échelle de ce que font les Chinois, dont personne n'a envie, auquel personne ne pense. Donc la Quadrature du Net là-dessus a, je pense, une position philosophique, personnellement, je trouve saine, qui manque de mesure. La question, je trouve, sur ces outils-là, c'est de savoir jusqu'à quel point vous voulez les utiliser. L'algorithmique, par exemple, je pense, c'est quelque chose de très malsain, puisqu'en fait, ça consiste à approximer un visage. Donc, vous créez des bases de données considérables et qui n'ont un intérêt que si vous les conservez longtemps. Ouais. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Ouais. En revanche, la surveillance simplement par des caméras qui sont parfaitement visibles, donc vous savez, on ne vous cache pas qu'il y a des caméras. Est-ce que c'est totalement illégitime? Je ne pense pas. Disons que ce serait un moyen d'éviter l'utilisation, le recours à cette vidéosurveillance algorithmique. Oui, absolument. Qui pour moi est un problème. On va faire réagir là aussi Cécile Doutrio parce qu'il s'agit d'un recours collectif. Il y a plus de 15 000 plaignants derrière ces actions. Le recours est déposé devant la CNIL, auprès de la CNIL. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Que peut faire la CNIL? Alors c'est vrai que je rejoins tout à fait Monsieur Delmas sur la vision saine des limites qu'il faut poser à ces technologies de reconnaissance faciale,
mais tout en faisant preuve d'une certaine mesure. La CNIL, effectivement, bon, la quadrature du net est très connue, c'est-à-dire qu'elle a une vision des origines d'Internet qui est très libertaire, hein, c'est-à-dire que eux prônent depuis des années la neutralité du net, à savoir l'absence de censure vis-à-vis de tout ce qui peut être véhiculé en ligne. Alors c'est vrai que par rapport à ça, ils ont quand même obtenu des bons résultats quand ils avaient agi contre Google et Amazon. Hein. Ils ont réussi à obtenir leur condamnation à hauteur de 50 millions d'euros pour Google et de 746 millions d'euros contre Amazon, hein, ce qui n'est pas rien. Est-ce que là, dans la reconnaissance faciale, ils pourraient obtenir gain de cause? Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la réglementation, finalement, nous avons... Non, parce que là, simplement, pour préciser, c'est le ministère de l'Intérieur qui est visé. Ah bah oui, mais peu importe, puisque c'est lui qui met en place, qui utiliserait, et notamment dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris en 2024, ces outils de reconnaissance faciale. Parce que, en fait, vous avez toujours une question très pragmatique derrière tout ça. Il n'y a pas suffisamment d'agents de force de l'ordre étatiques pour surveiller ces Jeux Olympiques et en même temps assurer leur mission habituelle de service public de lutte contre la délinquance. Donc il faut appel énormément à des sociétés de sécurité privées. Mais malgré tout, on ne va pas se cacher les choses, il va y avoir effectivement massivement un besoin de sécurité vis-à-vis de ces événements, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine, de la lutte contre le terrorisme. Et donc forcément, à mon sens, les outils de reconnaissance faciale vont être utilisés. La CNIL d'ailleurs elle-même n'excluait pas ce principe-là, d'utiliser cet outil de reconnaissance faciale. Par contre, elle-même est très vigilante, c'est-à-dire que déjà, c'était au mois de novembre, le 26 novembre 2021, elle avait en fait prononcé une mise en demeure publique, ce qui signifie que la personne est extrêmement surveillée par rapport aux résultats qu'on attend d'elle, contre une société qui s'appelle Clearview, qui utilisait l'intelligence artificielle, qui avait aspiré en fait carrément 10 milliards d'images à travers le monde, provenant des très nombreux sites web, des réseaux sociaux, des vidéos disponibles sur le net. Donc elle avait tout aspiré pour en fait utiliser ces données, permettre l'identification des personnes et les fournir contre paiement évidemment aux forces de l'ordre. Et donc se pose évidemment la question du consentement de ces personnes. Est-ce qu'elles ont consenti à ce qu'elles puissent être identifiées dans un but sécuritaire? La réponse est bien évidemment non. Et la CNIL a, parce que vous devez, avant de collecter ces données, recueillir le consentement. On peut faire un parallèle avec l'application Tous Anti-Covid, hein, où il fallait quand même consentir. Mais vous considérez là aussi, comme tout à l'heure pour les attentats terroristes et la captation des données dans les aéroports, qu'il y a des impératifs sécuritaires qui permettent en matière de consentement d'assouplir en fait les règles extrêmement strictes du RGPD en matière de consentement. Donc vraiment, là, la CNIL oblige ces sociétés à mettre des limites. Et ce qu'elle va faire, je pense, dans le traitement de la plainte qu'a déposée en fait la Quadrature de Net contre le ministère de l'Intérieur, elle va faire la même chose. Elle va vérifier que les limites ne soient pas excessivement franchies. Merci Cécile, parce que là on arrive vraiment à la fin de l'ensemble du débrief. Donc c'est-à-dire qu'on a une actu qu'on va zapper. Je voulais juste la signaler parce que l'actu cette semaine, c'est ça aussi. C'est une ONG qui est lancée par Frances Haugen, la lanceuse d'alerte, qui a publié des documents importants internes de Facebook, la maison Meta. Eh bien, elle lance une ONG pour assainir les réseaux sociaux. Ça s'appelle Beyond the Screen. Et d'ailleurs, derrière, on retrouve en financement Project Liberty et l'entrepreneur américain, milliardaire, propriétaire de l'Olympique de Marseille. Je voulais signaler cette actu. Philippe Delmas, votre actu de la semaine? Mon actu de la semaine, c'est un truc dont on n'entend pas du tout parler en Europe, qui est le renouvellement, qui est une découverte pour moi, donc de l'industrie nucléaire aux États-Unis. Mais ça n'est pas, c'est typiquement américain. Les États-Unis ont arrêté leur programme nucléaire civil il y a une quinzaine d'années, perdu leurs deux grandes entreprises, General Electric et Westinghouse, qui ne survivent qu'à lier à des Japonais. Donc vous dites, voilà, c'est fini. Puis les Européens ont gagné finalement, les Russes, les Français, très bien. Et pas du tout à l'américaine. Vous voyez aujourd'hui renaître, et dans des proportions importantes. On parle de plusieurs dizaines de start-up très largement financées,
Pour faire quoi? Des mini, mais vraiment mini réacteurs nucléaires. C'est-à-dire des réacteurs qui font à peu près 1/1000 de la puissance de l'EPR que nous nous acharnons à construire. Ouais. Et alors, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire d'aussi petits réacteurs? Et alors, vous allez voir les fondateurs de ces startups et ils vous expliquent de façon extrêmement convaincante que d'abord, comme c'est absolument microscopique, c'est un dispositif qui n'est pas considéré comme une grosse centrale, comme un dispositif entièrement nucléaire. Donc, en gros, c'est considéré comme une turbine à vapeur que vous pourriez mettre dans un barrage. Et la seule chose qui est classée nucléaire, c'est le stock d'uranium qui l'a fait tourner. C'est vendu dans un caisson. Vous faites un trou dans le sol, vous mettez votre truc là-dedans, vous le branchez au réseau et ça marche. Au bout de 20 ans, le stock est fini et vous le changez et c'est tout. Et ceci vous dispense de créer des réseaux électriques. Ceci peut faire tourner une toute petite ville, une usine, et ça coûte à produire, ramené au kilowattheure, 10%, 5%, 1% de ce que coûte les un sujet à étudier pour l'indépendance énergétique dont on parle beaucoup en ce moment. Ça, c'est plusieurs dizaines de startups aux États-Unis. On devrait peut-être y réfléchir. Cécile, votre actu de la semaine? Alors, écoutez, moi j'adore les questions sociétales et de fond, donc c'est vrai que je me suis arrêtée sur le dernier ouvrage Homo Numericus de Daniel Cohen, qui je trouve pose des questions qui ne sont pas nouvelles, mais on n'en finit pas de faire le tour de l'ambivalence et que nous avons vis-à-vis de nos outils numériques, puisqu'on voit encore ce matin qu'est-ce que nous avons la plainte déposée par la Quadrature du Net contre le ministère de l'Intérieur sur la reconnaissance faciale. Nous avons effectivement la création de cette ONG pour pouvoir réguler les contenus violents sur les réseaux sociaux. Et finalement, cette question n'a toujours pas été réglée. Nous sommes à la fois extrêmement ambivalents, demandeurs de nouvelles technologies et les premiers à les critiquer. Donc moi, je trouve il pose les bonnes questions. Alors c'est vrai qu'il met très bien l'accent sur ce fait, la particularité, pour lui, c'est une révolution anthropologique et qu'il dit la nécessité aussi d'être, pour ces personnes, anti-système tout en étant extrêmement libérales. C'est les premières personnes qui vont vous dire je ne veux pas qu'on touche, je veux avoir la maîtrise et le contrôle de mes données personnelles, de tout ce qui concerne mon identité, qui va être le premier à les disperser sur les réseaux, en ligne, etc. Donc ce n'est pas nouveau, mais je trouve que plus la réflexion est posée, plus elle s'approfondit d'une certaine manière. Et je vous renvoie aussi aux travaux d'Aurélie Jean, qui est docteur en sciences numériques, qui pour elle prône aussi finalement que les algorithmes ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont tout simplement ce que l'on fait d'eux. Voilà. Merci. C'est pas nouveau, mais c'est intéressant. Absolument, tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. Maître Doutrillo, avocate fondatrice du cabinet Juris Défense Avocat, et Philippe Delmas pour vos commentaires sur l'actu. On enchaîne avec une interview découverte pour votre week-end.